sacrifient le futur pour le présent. Ils consomment immédiatement au lieu d'investir. Cette notion de préférence temporelle, elle a un véritable impact sur notre développement économique. Pour bien la comprendre, prenons un autre exemple. Prenons maintenant l'exemple de 2 familles de pêcheurs. Chaque famille pêche quotidiennement ce dont ils ont besoin pour vivre. L'une va consommer chaque jour tout le poisson pêché et mange à satiété. L'autre, par contre, décide de se serrer un petit peu la ceinture et de travailler encore plus après la pêche pour aller au marché, pour ensuite aller vendre une partie de la pêche. Et avec l'argent gagné par cette vente, eh bien cette famille, elle se met de côté un petit pécule, elle économise jour après jour, jusqu'au jour où il devient possible d'investir dans un autre bateau de pêche. Et si on continue ce cycle, qu'on se retrouve 20 ans plus tard, alors la première famille, elle a certes grandi, mais elle est toujours dans la même situation économique. Et l'autre famille, à force de travailler plus, de ne pas manger toujours à sa faim, de sacrifier un petit peu le présent, elle est désormais à la tête d'une flottille et commence à bâtir un empire quasiment galactique de la pêche industrielle. Vous avez compris l'idée? La préférence temporelle est un véritable indicateur du succès économique. Alors, bien entendu, les facteurs comportementaux sont variés. Le test du chamallow ne suffit pas à déterminer l'avenir d'un individu. Il suffirait, si vous donnez un chamallow à votre enfant, vous faites le test. Alors quand on a une préférence temporelle élevée, on a une impatience élevée. On veut tout de suite. Mais quand on a une préférence temporelle faible, ou une impatience faible, on accepte de patienter, de planifier, de bâtir. Si je vous parle de cette expérience et de la préférence temporelle, c'est que cette notion, elle n'est pas seulement individuelle. Elle est collective et elle détermine la grandeur d'une civilisation. Une société prospère, c'est une société capable d'investir dans son futur, de favoriser le futur aux dépens du présent. C'est ainsi que se sont construites les cathédrales, les infrastructures, les grandes entreprises. Alors j'en viens au point principal de cette démonstration. Dans une société, la préférence temporelle collective est corrélée avant tout à la nature d'un élément bien particulier. Un élément qui façonne l'état d'esprit des gens et qui détermine si l'on aura envie de valoriser de façon plus importante le futur ou le présent. Cette clé essentielle dans notre société, c'est la monnaie. C'est elle qui nous sert à mesurer, comparer et transmettre la valeur dans le temps. Si la monnaie se déprécie, si chaque jour elle perd de sa valeur, alors tout incite à s'en débarrasser le plus rapidement possible. Tout incite à consommer au plus vite. À l'inverse, si elle est stable, si elle maintient, si elle conserve de la valeur dans le temps, alors tout nous pousse à épargner, à prévoir, à se projeter dans le futur. Nous avons connu un véritable âge d'or entre le 19e siècle et le 20e siècle. Une époque où notre civilisation a bâti les fondations du monde moderne. Sous l'étalon or, la monnaie était solide, la confiance durable, et les plus grandes inventions ont vu le jour. Électricité, téléphone, automobile, radio, mais aussi les plus grandes découvertes qui ont durablement changé l'histoire de l'humanité, comme les vaccins, la pénicilline. C'était l'époque où on construisait pour 100 ans. Et puis, tout a basculé. L'Europe a plongé dans sa période la plus sombre et la plus difficile. La Première Guerre mondiale a eu lieu. Et puis la seconde. La nécessité de financer l'effort de guerre
en forçant l'impression monétaire, a fait vaciller les talons or, qui n'a eu de cesse que de perdre petit à petit son usage jusqu'à définitivement disparaître en 1971. Nous sommes alors arrivés dans l'ère de la monnaie fiat. Une monnaie sans ancrage, sans limite, qu'on peut imprimer à l'infini. Fiat, ça vient du latin, fiat, que ce soit fait. Il suffit de le dire pour la mettre en existence. Alors, la dette devient la norme. Quand la monnaie peut être imprimée sans effort, épargner devient absurde. Dépenser devient logique. La société entière se met à vivre dans l'instant. C'est la préférence temporelle élevée appliquée à l'échelle du monde. Nos gouvernements empruntent pour financer le présent. Ils reportent les dettes sur les générations suivantes et entretiennent l'illusion que tout peut continuer comme ceci indéfiniment. Ils entretiennent l'illusion qu'il est impossible pour un État, pour un pays, de faire faillite. La dette enfle, l'inflation ronge. Mais attention, le futur qu'on a sacrifié vient maintenant frapper à notre porte. L'addition est arrivée. Et à votre avis, qui va la payer? Vous? Nous? Tout le monde, tous les citoyens. C'est à nous tous de payer cette facture. D'abord par l'inflation, que nous avons connue déjà depuis des décennies et qui continue de faire rage, puis par les taxes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus pesantes. Mais des taxes qui ne sont appliquées qu'à une partie de la population, la seule en capacité de les payer. Tous ceux qui créent de la valeur, entrepreneurs, indépendants, commerçants, artisans, et bien sûr les salariés, et même les fonctionnaires. Tous ceux-là sont désormais la variable d'ajustement d'un système qui ne sait pas se réformer et qui dévore tout sur son passage. Mais cela ne s'arrête pas là. Non seulement ceux qui créent de la valeur payent, mais surtout, ils se sentent aujourd'hui montrés du doigt, culpabilisés. Comme si leur réussite était honteuse et qu'au final, tout était de leur faute. Nous avons glissé dans une société qui, culturellement, célèbre la subvention plutôt que la création. Le revenu garanti plutôt que l'implication. Le moindre effort plutôt que la nécessité du travail. À force de vouloir tout ponctionner, pour redistribuer, on a oublié d'où venait la richesse. Alors, lentement, les entrepreneurs au sens large, tous ceux qui créent de la valeur, tous ceux qui créent, tous ceux qui construisent, tous s'épuisent. Et ils se mettent en grève. Non pas dans la rue, mais dans leur cœur. Une société où ceux qui produisent finissent par perdre l'envie de le faire est une société qui se condamne elle-même. Alors, il n'était plus possible pour moi de rester spectateur. J'ai réuni une équipe, monté un projet, et nous avons décidé d'affronter cette réalité, celle d'une crise aux multiples facettes, monétaire, culturelle, économique et politique. Une réponse entrepreneuriale radicale. Une réponse qui passe par une double alternative. Une réponse qui, jusqu'à ce jour, n'avait encore jamais été tentée. La première alternative nécessaire est celle de la monnaie. Il n'est plus possible de construire un avenir sur une monnaie fiat
qui s'imprime à l'infini. Non. Nous devons revenir à un étalon monétaire sain qui favorise la construction économique à long terme et qui nous incite à favoriser le futur aux dépens du présent. J'ai fait référence tout à l'heure à un âge d'or. La solution que je propose serait-elle donc de nous arrimer à nouveau à l'étalon or afin de renouer avec la gloire passée? Alors non. Malgré toute sa puissance, malgré tout son enracinement culturel, l'or n'est plus adapté aux enjeux de notre époque. Il possède en effet un défaut majeur qui le disqualifie aujourd'hui complètement. Son auditabilité. Prenons un exemple. La Banque de France indique détenir environ 2500 tonnes d'or dans ses coffres, soit environ 220 milliards d'euros. Un trésor magnifique, formidable. Mais en réalité, il n'existe absolument aucune preuve de son existence. Il n'y a jamais eu d'audit indépendant. Que ce soit la Banque de France, que ce soit la Fed, que ce soit en Angleterre, il n'y a jamais d'audit des réserves nationales. La seule personne ayant témoigné publiquement de l'existence d'un tel stock est l'écrivain Stefan Zweig en 1932. Il est l'un des rares à avoir visité la souterraine, un coffre d'1 hectare, 10 000 mètres carrés, imaginez-vous, à 27 mètres sous terre, sous la Banque de France, et qui contiendrait ces 2500 tonnes d'or, et aussi depuis pas très longtemps, une partie de la collection des bijoux du Louvre. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que la France n'a pas d'or, non. Je suis en train de vous expliquer qu'elle ne peut pas prouver combien elle en a. On doit juste la croire sur parole. Parce que même si on nous montrait des photos, même si on nous emmenait dans la souterraine et qu'on nous montrait les lingots, cela ne prouverait absolument rien non plus. Il n'y a en effet aucune différence d'apparence physique entre du plomb plaqué or et de l'or. La seule façon de déterminer la valeur réelle et de prouver l'existence d'un tel stock serait de le détruire en le faisant fondre. Revenir à l'étalon or demanderait donc d'accepter à nouveau de faire confiance aux institutions, aux banques centrales, c'est-à-dire aux mêmes qui ont décidé de mettre fin à cet étalon. Et dans un contexte qui a trahi toutes ses promesses monétaires, il n'est plus possible aujourd'hui de baser une alternative qui nécessite la moindre forme de confiance aveugle dans un tiers. Donc non, l'or n'est plus une réponse possible. Il faut aller vers une véritable alternative, complètement novatrice et alignée avec les enjeux modernes. Je crois que là, vous avez très bien compris là où je veux en venir. Bitcoin. Une monnaie sans État, sans banque centrale, qui n'a besoin d'aucune institution pour exister. C'est-à-dire une rareté réelle, basée sur une politique d'émission monétaire algorithmique, qui est garantie non pas par la promesse ou la confiance dans un tiers, mais par l'inviolabilité des lois, de la physique et des mathématiques. L'or est rare par nature, vous le savez. Bitcoin est rare par conception, par design, avec une limite de 21 millions d'unités maximum. L'or est fractionnable jusqu'à 1 gramme. Bitcoin est divisible en 100 millions de sous-unités. L'or est transportable, évidemment, mais c'est lent, coûteux, compliqué. Bitcoin est digital et natif sur Internet. Il est donc instantané et global. Mais surtout, Bitcoin est transparent et auditable, tout en restant hermétique au contrôle politique et complètement résistant à la censure. Bitcoin fonctionne depuis plus de 15 ans comme une horloge suisse. Ah, on a mis les moyens, hein. On est là pour vous faire plaisir.
Bitcoin a prouvé sa capacité à survivre à toute forme de vent contraire. Alors oui, je sais, les vents contraires, en ce moment, ils soufflent fort. Hein, et Bitcoin est pas mal chahuté. Mais c'est ni la première fois, ni la dernière fois. Et puis franchement, je trouvais beaucoup mieux de faire cette keynote au moment où le Bitcoin est bien chahuté. Parce que cela prouve notre point, que nous sommes dans le long terme, une vision long terme. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ah oui, excusez-moi, on m'a demandé de lire un texte à ce moment quand je parle de Bitcoin. Investir en Bitcoin comporte des risques. Cette présentation ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Cette présentation ne constitue non plus pas un appel à l'investissement, ni une offre au public de titres financiers. Bon, voilà, c'est fait. Bon, cependant, nous pouvons nous accorder aussi sur un point. L'adoption globale du Bitcoin n'en est encore qu'à ses débuts. 99% de la population mondiale n'en possède pas. Et moins de 3% des pays ont constitué une réserve stratégique. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Comme bien sûr le manque d'éducation financière, la difficulté d'accès à l'information. Mais aussi, il faut le dire, des experts de salon qui découragent de s'y intéresser, en le réduisant à un Ponzi ou à la monnaie des criminels. Mais au-delà de tout cela, il faut reconnaître qu'il y a une certaine forme de barrière pour pouvoir utiliser Bitcoin. En tant que cofondateur de Ledger, leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs, et cofondateur de CoinHouse, première plateforme française pour acheter et vendre des Bitcoins, je connais bien le défi que représente l'adoption. Il ne faut pas se voiler la face et il faut reconnaître qu'utiliser Bitcoin de façon souveraine, c'est-à-dire le détenir en direct, demande un effort certain. Alors, en réalité, ce n'est pas très compliqué, mais ça nécessite d'investir une ressource qui manque à tout le monde, le temps. Seuls les plus motivés le feront. Et cela laisse justement 99% de la population sur le bord de la route. Enfin, pour l'instant. Car ceci n'est pas acceptable. Bitcoin doit être avant tout un outil d'inclusion monétaire. Tout le monde devrait pouvoir s'y exposer facilement. Alors comment faire pour résoudre cette difficulté et faire de Bitcoin un étalon monétaire reconnu et utilisé partout sur la planète? C'est très simple. Il faut retourner la table et faire en sorte que Bitcoin intègre sa révolution monétaire dans le système financier classique. Les fonds indiciels ETF en sont le premier exemple. Ils permettent de s'exposer au Bitcoin via un compte titre classique sans avoir à réfléchir une seule seconde à son fonctionnement. Mais il existe un outil encore plus puissant. Les sociétés cotées en bourse qui appliquent le standard Bitcoin, aussi connu sous le nom de Bitcoin Treasury Companies. Leur principe de fonctionnement est très simple. Elles vont convertir leurs excédents de trésorerie en Bitcoin et surtout utiliser les marchés de capitaux pour lever de l'argent en euros et en dollars afin d'accumuler un trésor de plus en plus important en convertissant tout ceci en Bitcoin. Pendant que le système monétaire actuel s'effondre sous le poids de sa dette et de son hubris, les Bitcoin Treasury Company proposent une voie de sortie, une alternative. Elles permettent à leurs actionnaires d'être exposés indirectement au prix du Bitcoin, un peu comme un ETF, mais avec la différence que ces entreprises sont actives et déploient des stratégies pour augmenter le nombre de Bitcoin et ainsi faire croître leur trésor. Évidemment, la meilleure façon de posséder et de détenir du Bitcoin, c'est de le posséder en toute souveraineté. Là-dessus, je n'ai pas changé d'avis sur le sujet, pas du tout. Mais comme je viens de le dire, je sais qu'une grande population ne le fera pas tout de suite. Alors, autant leur donner les moyens, une rampe d'accès pour se familiariser avec Bitcoin. Et ensuite, pourquoi pas les faire évoluer vers de la détention en direct. Alors oui, je sais aussi que les Bitcoin Treasury Company, en ce moment, ça tangue pas mal.
Ces entreprises capturent la volatilité du marché et l'amplifient. Et il y en a certaines qui ont pas mal de difficultés. Ce qui montre que le risque de s'exposer à ces titres est réel, il faut le dire. Mais il faut analyser ces stratégies sur le seul mode qui correspond à Bitcoin, celui du temps long. D'autre part, ces entreprises qui se font aussi chahuter sur les marchés, eh bien c'est parce qu'elles n'ont pas de vision majeure. Elles n'ont pas de business model réel. Souvent, ce sont des pivots, elles sont arrivées là-dessus par opportunité. Et surtout, elles n'ont pas d'autre perspective que celle d'accumuler du Bitcoin pour accumuler du Bitcoin. Pourtant, bien utilisées, ces Bitcoin Treasury Company peuvent être amenées à jouer un rôle de premier plan dans l'économie. Et surtout, ces Bitcoin Treasury Companies sont des outils qui permettent au Bitcoin d'accomplir sa révolution monétaire. Et pour comprendre pourquoi, nous devons nous intéresser à quelqu'un qui avait tout compris avant tout le monde. Alors non, ce n'est pas Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Il s'agit de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux pionniers sur la théorie de la monnaie. Et en 1976, il publie notamment un ouvrage majeur intitulé « Pour une vraie concurrence des monnaies ». Cet ouvrage remet en question le monopole des banques centrales en matière de création monétaire. Hayek défend l'idée que les gouvernements ne devraient en aucun cas avoir la capacité d'influer sur l'émission monétaire. Selon lui, cette mainmise conduit inévitablement à l'inflation, à la perte de pouvoir d'achat et à l'ingérence politique. Inflation, perte de pouvoir d'achat, ingérence politique, exactement la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Pour se défaire de ce monopole, Hayek imagine alors un marché libre où différentes monnaies privées s'affrontent. Comme pour n'importe quel bien ou service, celles qui échouent disparaissent, tandis que celles qui répondent le mieux aux besoins des individus s'imposent naturellement. Sa vision est claire, une véritable concurrence des monnaies, sans interférence des banques centrales, qui permettrait de créer un nouvel ordre monétaire international et qui serait la caractéristique future des pays libres. Bitcoin a été la première matérialisation de cette vision, mais les défis liés à son adoption l'empêchent encore de devenir une monnaie véritablement universelle au quotidien. C'est là où les Bitcoin Treasury Company entrent en jeu, en superchargeant Bitcoin, en lui donnant les moyens de prolonger son impact économique et monétaire via le système financier classique. Car il ne faut surtout pas se méprendre sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas Wall Street qui est en train de prendre le contrôle du Bitcoin. C'est Bitcoin qui est en train de prendre le contrôle de Wall Street. Bitcoin est en train d'intégrer le système financier classique pour mieux lui imposer, à terme, la discipline implacable du marché. Bitcoin n'est plus une rébellion. C'est une école de patience dans un monde accro à la dopamine. C'est une onde de vérité qui se propage silencieusement dans l'ADN financier du monde. Et lorsque chaque cellule du système en sera porteuse, le système ne pourra plus vivre sans lui. Et c'est là tout le paradoxe. Bitcoin a été initialement créé comme une alternative au système financier classique. Mais pour arriver à accomplir sa mission, il l'intègre. Il est en train de le changer de l'intérieur et il finira par l'absorber. Bitcoin est donc la première clé de la réponse que je souhaite apporter. Une alternative monétaire qui a pour objectif de nous réaligner avec le temps long et la valorisation du futur. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas fait tout ça, je n'ai pas fait tout ce bordel, tout ce bruit et tous ces efforts pour vous annoncer uniquement la création d'une Bitcoin Treasury Company. Non, non. Nous n'avons fait là que la moitié du chemin. L'alternative monétaire seule
n'est pas suffisante pour véritablement nous libérer. Il faut aller beaucoup plus loin. Depuis des décennies, les pouvoirs publics se sont immiscés progressivement dans tous les plans de notre vie. Ils fixent les règles du crédit, encadrent le logement, soutiennent l'énergie, financent la santé, accompagnent l'éducation et régulent l'information. Mais cette présence croissante, guidée par l'obsession du temps court, c'est-à-dire celle du mandat, de la réaction immédiate, celle de la prochaine échéance électorale, cette présence croissante a transformé une ambition initiale de protection en une dynamique complètement fragilisante. À force de vouloir tout orienter, à force de vouloir tout corriger, à force de vouloir tout réguler, l'État a fini par freiner ce qu'il voulait pourtant encourager à l'origine. L'initiative, la responsabilité, la création et l'innovation. Nous avons pris collectivement l'habitude d'attendre des solutions venues d'en haut, alors que l'essentiel du progrès, lui, a toujours émergé d'en bas. De l'énergie des individus, de la créativité des entrepreneurs et de la liberté d'expérimenter. Il faut redonner à chacun la capacité d'agir, d'entreprendre et de bâtir librement. Nous devons écouter la colère des entrepreneurs, la grogne de tous ceux qui créent de la valeur, de tous ceux qui travaillent dur, les artisans, les commerçants, les indépendants, tous les salariés, tous ceux qui ne se plaignent jamais, qui ne demandent jamais rien et qui sont tout simplement en quête d'indépendance, de liberté et qui veulent juste en fait qu'on les laisse bosser tranquillement. Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de proposer une autre voie, un autre chemin. Une alternative audacieuse et ambitieuse. Une alternative complètement inédite. Une alternative jamais encore proposée, dont vous serez ce soir les premiers témoins. Si la première alternative nécessaire est monétaire, le retour au temps long, en se basant sur le standard Bitcoin, la seconde alternative nécessaire, celle que je souhaite vous présenter ce soir, est sociétale. Le réseau Internet a complètement révolutionné la manière dont nous échangeons de l'information, avec notamment le navigateur Internet. Puis il a aussi révolutionné complètement la manière dont nous échangeons de la valeur et de la confiance avec Bitcoin. Avec l'essor d'Internet, avec l'essor des technologies numériques, c'est désormais la structure même de nos sociétés qui se transforme. Un nouveau modèle émerge, celui de la Network Society, littéralement la société en réseau. Une Network Society est une société qui fédère, aligne et met en avant la force économique de ses membres autour de valeurs et objectifs communs. Elle cherche à peser dans le débat public et à offrir une nouvelle forme d'expression et d'influence qui dépasse les frontières et les territoires. Partout dans le monde, des centaines de millions de personnes ont choisi une activité indépendante ou entrepreneuriale, et ceci très souvent dans un autre pays que le leur. Ensemble, ces personnes représentent la population d'un pays dans le top 5 mondial. Un pays sans territoire, mais dont les membres pourraient s'unir au sein d'une société en réseau fondée sur un idéal partagé, celui de la liberté d'entreprendre. Et cette tendance ne va faire que s'accroître. Des millions et des millions de salariés voient de plus en plus les fruits de leur travail accaparés par des États de plus en plus... accaparés par des États voraces autour du monde. Ce machin, ça a failli m'avoir, là. Je suis sûr que c'était pour la taxe Zuckman, pour ma vidéo sur la taxe Zuckman. Justement, si on regarde la France,
il devient de plus en plus évident que ceux qui créent de la valeur, travaillent et contribuent économiquement ne sont plus considérés. Ils se retrouvent dans un système qui a perdu toute mesure. On taxe le travail, on surtaxe le risque, on empile les contributions, les charges, les cotisations, les impôts sur les impôts, comme si l'hystérie fiscale était la seule contrepartie du mérite. Et quand il reste quelque chose, on vous explique qu'il faut contribuer encore un peu. Parce que vous pouvez bien faire un effort, n'est-ce pas? Mais l'effort, nous le faisons déjà. Quand on crée une boîte, quand on embauche, quand on paye des salaires, quand on tient un commerce à bout de bras, quand on se bat pour maintenir son activité d'artisan, quand on se donne dans son travail parce qu'on croit à ce qu'on fait, parce qu'on aime ce que l'on fait. L'effort, nous le faisons tous les jours quand on économise ce qu'on peut sur son salaire pour pouvoir construire l'avenir. Alors que l'État ponctionne sans limite afin d'alimenter un système obèse, hors de contrôle et qui fonctionne malheureusement de moins en moins bien. Tous ceux qui se lèvent tôt, tous ceux qui investissent leur capital, qui portent le pays à bout de bras, tout cela deviennent les contributeurs captifs d'un système de redistribution qui fonctionne à crédit et qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Alors je me suis beaucoup exprimé sur ces sujets récemment, comme vous avez pu le constater. Et vous avez été nombreux à me demander si je souhaitais me présenter pour 2027. Certains ont même essayé un peu lourdement de me convaincre d'y aller. Et je suis sûr que malgré toutes mes dénégations, peut-être certains d'entre vous qui sont venus ici ce soir ou qui se sont connectés se sont dit que peut-être j'allais annoncer ma candidature ou fonder un parti politique. Mais non, la politique n'est pas mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Une solution entrepreneuriale radicale, une solution audacieuse. La création d'une network society alignée sur le temps long via un ancrage au standard Bitcoin. Un nouveau type d'organisation à vocation internationale, née en ligne, ouverte à tous ceux qui travaillent, entreprennent, créent de la valeur et qui veulent reconquérir leur liberté et leur indépendance financière. Entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, indépendants, artisans, commerçants, salariés, fonctionnaires, tous ceux qui partagent la conviction que le premier levier d'amélioration de leur situation, c'est eux-mêmes. En se déployant, notre Network Society assemblera une puissance économique croissante, patrimoine, entreprise, talent, connaissances, volonté, jusqu'à devenir une force collective inédite. Portée par des dizaines de milliers de membres en cumulant des milliards en valeur et adossée à un trésor stratégique en Bitcoin, elle s'imposera comme une force incontournable, apte à dialoguer avec les institutions au niveau international et à influer sur les décisions qui dessinent notre avenir commun. Elle deviendra une voie incontournable dans les débats économiques et réglementaires afin de forger le monde de demain en y plaçant la liberté comme valeur fondamentale. Notre projet n'est ni politique, ni utopique. Nous sommes une entreprise ancrée dans le réel, avec une gouvernance claire, un président, un conseil d'administration, un business model et des actionnaires. Mais pas n'importe quel type d'entreprise. Pour pouvoir donner corps à notre projet, pour lui donner les moyens de nos ambitions, pour pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent de devenir actionnaires, nous avions besoin d'une entreprise publique. Alors publique au sens noble du terme, c'est-à-dire une entreprise cotée en bourse. Alors, nous en avons cherché une. Et cet été,
nous avons identifié une opportunité. Une entreprise centenaire, mais en sommeil depuis plus de 10 ans, que tout le monde semblait avoir oublié et qui pourtant était l'écran parfait pour notre projet. Une entreprise qui n'avait plus aucune activité, plus aucun salarié. Et ce soir, il est enfin temps de passer à l'action. J'annonce donc une OPA, une offre publique d'achat sur la société de Ténin, listée sur Euronext sous le mnémonique TAYN. Nous avons déjà sécurisé un bloc majoritaire de 98% auprès de son propriétaire, la société Unibail-Rodamco-Westfield. Et nous proposons le rachat des 2% restants qui sont aux mains du public. Cette offre d'achat se fait mécaniquement au prix de 11 centimes par action, qui était le prix que nous avons payé pour les actions du bloc majoritaire. Après cette opération, l'entreprise restera cotée sur le compartiment C de la bourse de Paris Euronext. Il s'agit d'une prise de contrôle qui vise à remodeler complètement l'entreprise. Nous allons la réveiller de son long sommeil, la rebaptiser et la transformer en quelque chose de neuf et audacieux. Nous allons aussi modifier sa gouvernance pour la transformer en société en commandite par action. Tout ceci pour permettre une continuité stratégique à long terme. Nous sommes une entreprise. Nous avons un business model. Notre objectif est de générer du chiffre d'affaires et de créer de la valeur pour nos actionnaires. Notre activité opérationnelle se décompose en 3 axes que nous allons exécuter en parallèle. Au sens communautaire, je vous en parlerai juste après. Mais d'abord, intéressons-nous à notre premier axe, la Bitcoin Treasury Company. Nous avons pour ambition de bâtir, au fil des années, un trésor stratégique en Bitcoin dont la taille deviendra de plus en plus significative à l'échelle mondiale. Au début de l'année prochaine, nous envisageons de procéder à une première levée de fonds qui sera réservée à des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint d'investisseurs afin de mettre en place les premières étapes de notre stratégie. Celle-ci devrait ensuite être suivie par une offre publique, sous réserve de l'approbation par l'AMF d'un prospectus détaillant l'offre ainsi que tous les risques associés. Notre objectif sera de permettre l'entrée de nouveaux actionnaires souhaitant participer à notre projet. Ce trésor en Bitcoin, il constitue un capital stratégique de premier ordre. Il servira d'ancrage monétaire et économique et s'inscrira dans une logique de long terme. Et celui-ci renforcera la crédibilité de notre Network Society sur la scène internationale et soutiendra de tout son poids nos actions dans les échanges et les débats globaux. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième axe de développement, la Network Society, la société en réseau. Notre objectif est de proposer une nouvelle voie d'expression et d'influence pour rassembler, représenter et défendre tous ceux qui partagent les mêmes valeurs de travail, de responsabilité individuelle, de souveraineté financière et de liberté. Dans les prochaines semaines, nous allons annoncer et lancer des actions concrètes à la hauteur de nos ambitions qui visent à impacter le débat et défendre nos intérêts communs autour de la liberté d'entreprendre. Alors bien entendu, cela nécessitera du temps. Cela ne sera pas facile. Nous avons tout à fait conscience de la hauteur des enjeux. Et bien sûr, cela nécessitera des moyens. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas un think tank ou un parti politique. Nous sommes une entreprise. Nous avons un modèle économique et des revenus. Et c'est là où va se trouver toute la beauté et toute la puissance de notre modèle de Network Society. En impactant le débat public, en prenant la parole sur les sujets de fond, en poussant des actions concrètes,
nous portons aussi la voix de notre projet, faisons la promotion de notre mouvement, de notre vision, mais aussi de notre entreprise et de nos produits. Un business model d'abonnement annuel qui est génératrice de profits pour l'entreprise. Notre approche en 3 composantes est en réalité un cercle vertueux. Notre Bitcoin Treasury Society, notre Bitcoin Treasury Company, avec son trésor, est au service de notre Network Society, qui lui-même est au service de nos clubs premium, qui sont au service de la génération de profits de notre Bitcoin Treasury Company.